Je vais faire comme le docteur Boga. Il est plus jeune que moi. Il est encore très en forme. Mais vraiment, je voulais vous saluer. Je voulais vous saluer et vous dire que c'est avec une certaine émotion que je suis là. Pourquoi? Parce que là où on parle de l'Afrique, là où on parle de la Côte d'Ivoire, c'est un devoir pour nous d'être là. Mais nous, en tant que, disons, jeunes, c'est une obligation. Et quand je vois la salle, que je reconnais là-dedans, les aînés qui ont fait le déplacement depuis Paris, depuis l'Alsace, sous la pluie, c'est quelque chose qui me touche. Et je voudrais vraiment, du fond du cœur, vous saluer pour vous saluer. Nous faisons ce combat pas pour obtenir des postes, pas pour obtenir de l'argent, mais parce que nous sommes habités par l'idée de justice. Et nous sommes heureux de voir que cette idée est en train de se propager. Nous sommes en train de comprendre que cette idée que nous croyons perdue en Côte d'Ivoire au lendemain du 11 avril est finalement en train de contaminer toute l'Afrique. Cela pourquoi? Parce que nous sommes logés à la même enseigne. Nous sommes tous des Africains et nous souffrons tous de la même manière. Je voudrais saluer nos frères du Congo qui sont là. Je voudrais saluer nos frères du Tchad. Je voudrais saluer nos frères de Centrafrique, Cameroun, Bénin, Togo. Vraiment, c'est un honneur pour nous de pouvoir parler à d'autres frères des autres pays, parce que nous nous souvenons d'une certaine image que l'autre Afrique avait de la Côte d'Ivoire. Nous nous souvenons d'une image qui était liée à la politique passée d'Houphouët-Boigny, qui était celle d'être, comme on disait à l'époque, et ça reste toujours vrai, un suppôt de l'impérialisme, un fauteur de guerre chez les autres, un fauteur de troubles. Et quelque part aujourd'hui, nous sommes en train de payer le prix de cette politique. Mais grâce au travail du président Laurent Gbagbo, qui lui-même était aussi mal vu au départ par rapport au travail qu'Alassane Ouattara avait fait, nous sommes en train de nous faire comprendre des autres. Et c'est l'occasion que je saisis pour saluer ma grande sœur Fatou, qui est extraordinaire, qui est du Sénégal, mais dont beaucoup croient qu'elle est de la Côte d'Ivoire. Je crois que le docteur Boga s'est fait mon parole de la façon la plus éloquente. C'est un pléonasme quand on le dit, parce qu'il est toujours très éloquent. Et je voulais le saluer, bien évidemment. J'ai accepté de me joindre à son action, parce que dans cette résistance, les actions sont multiples. Et comme on dit, chaque caïman a son délo. Le monsieur, il s'occupe des droits de l'homme depuis longtemps. Il a fait ses preuves. Il n'était pas employé ni embauché par le gouvernement ivoirien. Mais il a failli perdre la vie en Côte d'Ivoire. Et grâce à Dieu, il a pu sortir de cette fournaise et arriver en Europe. Il aurait pu se dire, il faut que je me repose maintenant et puis je profite. Il paraît qu'il y a les bonnes choses en Europe. Il y a les bonnes pâtes en Italie. Il y a du bon vin. Bon, moi, je mangeais un peu aussi, comme je n'ai pas mangé un peu de l'autre côté avant. Mais il s'est mis sur le chemin et il a commencé à faire un travail de contact, de discussion avec les groupes qui existaient, avec les différents leaders qui étaient là, pour faire passer l'idée d'un travail commun. Il a toujours travaillé à cette idée. Et moi-même, à titre personnel, au lendemain du 11 avril, ça a été l'un des axes de mon action. Au-delà du travail juridique qu'on m'avait confié, il était question aussi d'aider à ce que les forces se rassemblent pour être plus efficaces. Le docteur Boga est en train de réussir ce travail. Et il le fait avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'écoute. Et c'est pour cela que quand on a eu à parler, parce que nous parlons, nous avons déjà fait les choses avant ensemble, mais il y avait ce projet très grand qui est de pouvoir porter, le faire juridiquement là où il faut. Je ne pouvais qu'accepter. Sois salué, frère. Merci. On ira ensemble jusqu'au bout.
il a expliqué, il a donné les éléments de compréhension de ce qui nous emmène ici. Que se passe-t-il pour que l'Afrique se trouve dans cette situation? Quels sont les rôles que les uns et les autres jouent? Je crois qu'il a fait un tour assez complet, auquel peut-être je voudrais faire quelques petits ajouts sur la façon dont les crises naissent et en tout cas sont traitées en Afrique, et notamment par ce qu'on appelle la communauté internationale. Et l'un des points qui me vient en l'esprit, c'est toujours à l'origine des rébellions qui sont aujourd'hui les sources de déstabilisation principale de l'Afrique et qui se substituent au gros sabot qui était appliqué un peu avant au temps du général de Gaulle, c'est-à-dire qu'on faisait débarquer quelques paras et puis on renversait le régime dont on ne voulait plus. Il y a cet habillage de groupes armés qui sortent dans le séjour, qui sont plus armés, quelquefois même mieux structurés que les armées nationales, à qui on donne les moyens de mettre à bas les États. Et, bien entendu, il faut trouver une justification. Et c'est assez étonnant, parce que généralement, on se retrouve avec des justifications du même ordre. Ce sont généralement des considérations d'ordre ethnique, ethno-régional. Et je me souviens quand j'étais à l'université de Liège, où on me prenait d'ailleurs pour un Congolais, parce que j'étais le seul Ivoirien à l'époque à la fac de droit. Et donc j'étais avec eux quand tout cela a commencé au Congo. Et j'ai le souvenir, et si vous vous en souvenez tous, de ce que la justification des combats dans l'Est et tout, c'était la question des Banyamulenge. Ils disaient oui, ce sont des gens qui sont maltraités par le régime central, et c'est pas possible, ils ont le droit quelque part de revendiquer leur part de richesse, etc. Ça fait plus de 93, 92, 2013, ça fait 20 ans que la guerre existe. Est-ce que vous avez encore entendu parler des Banyamulenge? On n'entend plus parler des Banyamulenge. C'est fini. Parce que c'était la justification qu'il fallait pour amorcer le mouvement qui allait aboutir à la désintégration de l'État congolais pour qu'on puisse se partager ses dépouilles. En Côte d'Ivoire, ça a été bien évidemment cette histoire d'ivoirité qui a été montée en épingle. Et puis, quelque temps après, on se rend compte finalement que la supposée victime de l'ivoirité et le fondateur de l'ivoirité se retrouvent dans une relation presque digne du mariage pour tous, où chacun, je ne sais pas qui prend plaisir finalement à se faire maltraiter par l'autre. Toujours est-il qu'ils ont l'air en bonne compagnie et qu'on ne parle plus d'ivoirité. Alors même que celui qui a créé l'ivoirité n'a jamais renié tout ce qu'il avait fait. Mais l'ivoirité a été brandie. Je parlais avec des amis centrafricains. Ils sont face à un problème du même genre. Vous voyez les reportages qui se passent. Eh bien, on vous dit, ah oui, mais c'est une guerre. Est-ce que c'est pas une guerre religieuse finalement? Est-ce que c'est pas une guerre nord-sud? Est-ce que c'est pas les nordistes qui essaient de prendre le contrôle du sud, etc.? Ce sont effectivement des habillages. C'est peut-être vrai comme élément concret, élément de fait. Mais est-ce que c'est pertinent pour qu'il y ait cette guerre, pour que cet État soit attaqué et détruit? Ce n'est pas l'élément le plus pertinent. C'est la lutte pour le pouvoir et pour le contrôle des richesses, avec ces habillages qu'on retrouve en commun. Et quand on va maintenant dans la recherche des solutions, dès que le premier coup de fusil a sonné en Côte d'Ivoire, on a dit à Laurent Gbagbo, et Laurent Gbagbo qui était en Italie donc, a décidé de retourner. Il a dit, il y a un coup d'État chez moi. On lui dit, mais non, c'est pas un coup d'État. C'est pas un coup d'État, c'est une mutinerie, c'est une petite rébellion. Tu vas en France d'abord, tu te reposes là-bas, on va gérer et puis tu vas partir. Le président Gbagbo, qui savait de quoi il s'agissait, a préféré rentrer en Côte d'Ivoire. Et mais quand il est rentré, qu'est-ce qui s'est passé? Les autorités dites de la communauté internationale ont tout de suite lancé comme mot d'ordre que cette guerre ou cette crise n'aura pas de solution militaire. Il faut négocier, il faut discuter avec les terroristes,
avec les rebelles. Et il faut partager le pouvoir. Et on met en place les mêmes schémas de partage de pouvoir. Au Congo, finalement, les différents chefs des factions sont associés au pouvoir. Certains ont même été promus vice-présidents. Et puis un matin, ils ont été trahis et ils se sont retrouvés à la CPI. Exactement les mêmes schémas, même mécanisme de partage du pouvoir. Et comment faire accepter cela? Eh bien, on organise des réunions internationales, on organise des rencontres sur la base de résolutions qui sont votées avec une apparence de légalité, mais qui en réalité sont écrites par le petit ambassadeur de France à l'ONU. Et puis, on impose ce schéma et on vous dit, c'est la communauté internationale qui l'a décidé parce qu'il y a une résolution de l'ONU. Même si au passage, on se cède la résolution pour la violer et faire finalement autre chose que ce pourquoi elle avait été prise, comme ça s'est fait même, bon, le cas le plus typique étant celui de la Libye, mais la Côte d'Ivoire, ça a été pareil. La résolution 1975 parlait donc de cette question des armes lourdes qu'ils ont inventées, puisque toutes les parties avaient des armes lourdes et la protection des civils, c'est le nouveau truc à la mode. Et puis, on vous dit, on va empêcher les armes lourdes d'être utilisées. Mais dans ce compte, les civils, si les armes lourdes doivent être détruites, ben c'est de part et d'autre. Or, au même moment, on voit une colonne de rebelles venir d'Anyama, entrer à Abidjan avec les chars, et puis Ouattara est devant. Et on les voit, et ils rentrent. Et ça, ce n'est pas les armes lourdes. On ne les détruit pas, mais on bombarde finalement la résidence privée du président. Mais il y a une résolution, la résolution 1975. Et encore, on vous met comme schéma, il faut la fusion des armées. Il faut qu'on vous mette sur le même pied une armée nationale et une rébellion. Et donc, et ça a été l'une aussi de nos défaites dans cette crise. C'est dans la bataille des mots, dans la bataille du langage, à partir du moment où vous acceptez que des rebelles soient appelés ex-rébellion, parce que tous les médias français, dès le premier accord signé, disaient « laisse rébellion, laisse rébellion, laisse rébellion ». Après, laisse rébellion est devenue fausse nouvelle. Et aujourd'hui, on sait que c'est Mazo, Pierre Mazo, un Chiracien pur dur, qui a créé le terme. Et puis, Bédier et lui l'ont adoubé pour que cela soit appliqué aux rebelles. Et dans un souci de paix ou de reconstruction, nos journaux n'osaient même plus parler de rebelles. Donc, forces nouvelles. Après, les forces nouvelles sont devenues les forces armées des forces nouvelles. Avec des généraux, dont le fameux enfant soldat, le général tout petit, chef de la rébellion, Soumaïla Bakayoko. On a dit à ses parents de venir le chercher depuis, mais maintenant il est général 3 étoiles. C'est le chef d'état-major de l'armée ivoirienne actuellement. On l'appelle Toupé. Il n'a pas la taille réglementaire pour entrer dans l'armée. mais comme il était dans le génie, il construisait les routes, les choses, les maisons, on dit c'est pas grave, tu rentres. Donc lui, il est chef d'état-major. Une fois le président Gbagbo l'a vu, je ne sais plus, dans une des cérémonies à Gagnoa, il dit mais Bakayoko, tu fais quoi? Viens terminer ma maison. Vous êtes en train de construire la maison, c'est pas fini, tu allais faire rébellion. Laisse ça, viens terminer la maison. Vous voyez, on se connaît tous en Côte d'Ivoire. Donc, la bataille des mots, la bataille du langage, c'est la bataille de l'esprit. Ça, il faut l'avouer, nous l'avons perdu face à eux. Parce qu'on n'osait pas mettre le doigt là où il fallait. Donc, tout ça, ce sont des arrangements. Je rappelle cela pourquoi? Pour dire que dans la guerre qui nous est menée, dans les solutions pour en sortir, beaucoup de gens pensaient que ce serait une solution militaire contre le régime Ouattara, ou même pendant la guerre, que nous réglerions cela par l'armée. Non. C'est de la manière dont nous sommes réunis ce soir et de la façon dont nous sommes mobilisés depuis plus de 2 ans et demi, c'est de cette façon-là que la bataille va être gagnée. C'est par notre mobilisation, par notre intelligence, c'est-à-dire en inventant de nouvelles façons de manifester, en inventant de nouvelles façons d'agir
en collaboration et en interaction avec les autres pays, en montrant que nous avons en commun les mêmes problèmes, nous allons y arriver. Et je l'avais dit lors de mes émissions à la télé à l'époque, dans Raison d'État, et ça avait étonné beaucoup de gens à l'époque. Je disais que la crise se réglerait aussi par le droit. C'est à ce stade que nous sommes. Le droit, c'est quoi? Ce n'est pas forcément la justice, mais c'est avant tout le résultat d'un rapport de force. À cette époque, on ne pouvait pas envisager, quand on le disait, que ça se réglerait par le droit. Mais c'est par le droit qu'ils nous ont mis dans cette situation. La force armée qu'ils ont utilisée, il a fallu qu'ils leur donnent une forme de légalité. Eh bien, si eux, ils ont eu cette intelligence pour utiliser ces mécanismes, pourquoi nous ne l'aurions pas pour également y recourir? Voilà le sens d'un de mes engagements. Voilà pourquoi le projet de saisir le Conseil des droits de l'homme de l'ONU est un projet important. Parce que on peut dire effectivement que l'ONU est notre adversaire dans cette crise. L'ONU est même notre ennemi. Mais nous avons été durs avec elle et nous continuons d'être durs avec elle. Mais l'ONU elle-même, en même temps, s'est donné des éléments qui vont se retourner contre elle demain. Et l'un de ces éléments, par exemple, c'est le rapport de 2004, qui est le seul rapport officiel fait par la communauté internationale sur la crise ivoirienne, et dans lequel l'ONU dit et reconnaît qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu une tentative de coup d'État, il y a eu une rébellion. Elle décrit le cheminement de cette rébellion, les crimes commis, le pillage des ressources économiques, et à la fin, elle demande que ces personnes soient poursuivies, et elle fait une liste secrète avec des noms de gens à poursuivre. Eh bien, ça existe. À l'époque, le rapport des forces n'était peut-être pas en notre faveur. Mais aujourd'hui, peut-être, il est plus en défaveur des autres. Donc, nous avons les moyens d'utiliser ces instruments. Et c'est ce travail qui se fait. Et ce travail se fait aussi bien dans les coulisses que publiquement. Ce travail se fait à La Haye par l'équipe de défense du président, qui a rassemblé avec le peu de moyens, le très peu de moyens qu'ils avaient par rapport au bureau du procureur, des éléments de preuves tellement abondants que finalement, on se demande s'ils auront le courage d'aller au bout de ce procès. On se demande s'ils vont aller au bout de ce procès. Parce que si on doit aller jusqu'au bout du procès, il y a des choses qui vont sortir et à ce moment-là, ils se mordront les doigts. Donc, le droit est important. C'est le résultat d'un rapport de force. Et c'est ce rapport de force que nous sommes en train de travailler à établir. Les plaintes des victimes. Nous avons été approchés depuis le début de cette crise. Il n'y a jamais eu de plainte en tant que telle. Ou alors, chacun essaie de faire des petites plaintes par-ci par-là. Il nous faut réfléchir. Il y a des victimes aujourd'hui dans tous les pays européens. Il faut que ces victimes fassent valoir leurs droits. Et nous sommes à leur côté pour y travailler et pour faire valoir ces droits. Donc le droit est une arme que nous avons à notre disposition. Et on en parlera certainement tout à l'heure. Au niveau de la Cour pénale internationale, vous voyez aujourd'hui donc le débat qui existe sur la nécessité ou pas de continuer de rester dans cette cour. On aura la décision, mais évidemment, je pense que nous tous, nous avons compris, avec les États africains, que le but immédiat n'est pas la sortie de la cour. Parce qu'il faut tout faire de façon stratégique. Une sortie immédiate et unilatérale aurait certainement peu d'effet par rapport à une sortie graduée, avec des conditions qui auront dans un premier temps pour but d'améliorer le fonctionnement de cette cour ou de régler les cas qui nous intéressent. Donc, en ce sens, je pense que nous pouvons quand même féliciter une des rares fois nos chefs d'État pour avoir compris qu'il faut établir le rapport de force. Parce que
il y a au moins 34 États africains qui sont signataires de la Cour. Vous imaginez bien que s'ils se retirent, le traité s'effondre. Parce qu'il manque déjà de légitimité. C'est un traité où les États les plus puissants ne sont pas. Justement parce qu'ils ne veulent pas se retrouver devant la Cour un jour. Même les Français qui crient fort, ils ont signé un peu, mais ils ont émis des réserves pour dire que leurs gars ne doivent pas passer devant la Cour. Donc c'est comme s'ils n'y étaient pas. Les Américains même qui disaient à Gbagbo, si tu ne viens pas à Chicago en t'amenant à la Cour, ils ne sont même pas dedans. Donc cette Cour, il suffit que ce sont les Africains qui en font la légitimité. Donc l'un des travaux à faire, ce sera d'accompagner l'Union africaine dans ce travail de réflexion pour que la Cour pénale, si elle doit exister, ne le soit plus dans cette forme. Et parallèlement à cela, et je rejoins le docteur là-dessus, que nous-mêmes nous ayons la force et la capacité de créer des institutions juridiques fortes dans nos pays et que l'Afrique ait le courage de créer des juridictions africaines, panafricaines, qui aient la capacité de régler au moins un certain nombre de problèmes. Vous avez la Cour CEDEAO où le docteur et toute une équipe de juristes avaient porté plainte contre la Côte d'Ivoire à l'époque. On a obtenu de très bons résultats. Mais les décisions de cette Cour sont souvent privées de force exécutoire. Donc, par exemple, la Cour avait dit à l'époque qu'il fallait libérer Michel Gbagbo ou le sortir du cadre où il était. Eh bien, la Côte d'Ivoire a fait semblant de s'y conformer, mais ne s'y est pas conformée. Et on n'avait aucun moyen de les y obliger. Donc, ce sont là des éléments de compréhension des enjeux nouveaux de ce combat. Je voulais vous les faire partager et vous dire que là où vous aurez besoin de nous, nous serons là. Nous sommes des soldats. Nous n'avons besoin de rien. Si vous voulez qu'on se rencontre pour travailler, nous viendrons. Moi qui déteste dans l'avion, mon frère Boga m'a dit viens. Il dit ah, est-ce qu'il peut venir en train? Il dit mais le train est trop long. Je ne peux pas venir en voiture. En avion. J'ai pris l'avion. C'est ça. Je suis venu, l'avion n'est pas tombé. Quand il est retourné aussi, il ne tombera pas. Parce qu'on doit voir la fin de Ouattara. Et nous vivrons pour voir cela. Et nous vivrons pour voir la fin de la France-Afrique. Ensemble, nous vivrons pour voir la fin de Sarkozy aussi. Ça, il va nous le payer. Je vous salue. On est ensemble.